après-midi un petit peu spécial à la bibliothèque municipale de Rouen. Tout d'abord, toute l'équipe de la bibliothèque tenait à vous remercier tous d'être présents pour cette animation qui va se dérouler dans des conditions sympathiques. Comme vous pouvez le constater, on a quelques travaux à la bibliothèque. Et puis, nous avons les masques qui vont peut-être un petit peu assourdir les questions que nous allons pouvoir poser aux auteurs qui nous font l'amitié d'être présents cet après-midi. Dans l'ordre d'apparition, Michel Bussy, un habitué des bibliothèques de Rouen qui vient régulièrement présenter ses ouvrages dans les différentes bibliothèques du réseau depuis quelques années maintenant. Fred Duval, scénariste, également très présent dans les bibliothèques de Rouen depuis de nombreuses années et qui nous fait l'amitié de revenir une nouvelle fois à la bibliothèque Villon. Et puis un petit nouveau qui n'est même pas du coin, Nicolai Pinero, j'espère que je n'écorche pas votre nom, qui est donc l'illustrateur de Un avion sans aile, l'objet de cette petite rencontre-échange de cet après-midi. Bien évidemment, je voulais faire un petit merci à la personne qui est en train de passer derrière vous, discretos, à savoir Pierre-Julien de la librairie Funambule, que vous avez sans doute déjà rencontré, vous avez les sacs, et qui est à l'origine de cette animation. Merci beaucoup. Alors la première question banale de chez Banal, pourquoi avoir choisi d'adapter Un avion sans aile? C'est vrai qu'Un avion sans aile, c'est le premier roman qui m'a fait connaître, entre guillemets, en tout cas, qui a le premier best-seller. Et donc c'est le roman qui a été le plus traduit à l'étranger. Et donc nécessairement, quand on a commencé à penser à adapter des romans, évidemment l'adaptation d'Un avion sans aile s'imposait. C'est vrai qu'on a voulu faire d'Infia Noir d'abord, parce qu'il y avait un challenge un peu particulier, mais dès cette période-là, donc ça remonte quand même à quelques années, Un avion sans aile était dans les tiroirs, dans les starting blocks, et Fred lui-même avait très envie tout de suite d'adapter un avion sans aile, et donc je dirais que ça s'est fait assez naturellement, et que dans la suite logique, après Infia Noir, il y avait tout de suite Un avion sans aile, et puis je ne vais pas déflorer, mais Un avion sans aile, c'est aussi un roman en partie normand, puisqu'il se passe en partie à Dieppe, et Fred ayant beaucoup d'affinités avec Dieppe, évidemment, ne m'aurait pas pardonné si j'avais dit « ouais, je vais faire Un avion sans aile », mais finalement j'ai choisi un scénariste marseillais, breton, voilà, donc non, ça je dirais dès le départ, effectivement, on savait quelque part qu'Un avion sans aile nous tendait un petit peu les bras, pour l'histoire, pour la dimension dieppoise, et puis aussi parce que c'est un vrai thriller, c'est un vrai polar, et donc pour le coup il y avait quelque chose. Et je vais juste dire une chose, c'est qu'en plus entre deux il y a eu une adaptation télé qui a mis du temps à se faire, mais qui était quand même assez éloignée du roman, et qui a essayé quand même un peu d'effectif pour beaucoup de gens qui ont fait cette adaptation, et donc l'idée c'était aussi de réussir cette adaptation BD, à la fois pour que ce soit une très bonne BD, ce que je crois, mais aussi pour qu'elle soit, pour que les lecteurs ou les lecteurs d'Un avion sans aile s'y retrouvent et aiment cette adaptation, comme ils ont aimé le roman. Donc il y avait aussi ce challenge-là, et c'est vrai que sur la BD, c'était beaucoup plus facile, entre guillemets, de tenir ça, de faire des choix, parce que je crois qu'elle a travaillé, que sur une adaptation de télé où c'est parti un peu en vrille et dans tous les sens. Donc voilà. Oui, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que on avait eu beaucoup de discussions pendant l'écriture des Nymphéas, puis on s'est rendu compte, Michel et moi, qu'il y avait une compatibilité, c'est-à-dire que ce que je lui proposais, ça lui plaisait tout simplement. Donc moi je rappelle que j'avais pas lu ces romans avant de commencer Nymphéas Noir, donc j'en ai lu, je les ai pas tous lus d'ailleurs, je les lis au fur et à mesure, et Un avion sans aile est vite apparu comme quelque chose d'assez important dans l'œuvre en fait. Nymphéas était donc peut-être le premier roman signé chez une major de l'édition, et Un avion sans aile c'était le grand succès, donc c'était assez sympa pour moi de m'attaquer aux deux gros monuments,
puisqu'on m'en offrait la possibilité. Alors après, il y a eu aussi la rencontre avec le roman. Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé les Nymphéas Noirs, la lecture. On avait Sans elle aussi, mais je me suis rendu compte que c'était un livre très très différent. Et justement, il y avait un vrai intérêt à l'adapter en deuxième, parce qu'on n'aurait pas du tout la même ambiance que dans les Nymphéas, donc ça ne faisait pas une redite, si vous voulez. Et bon, alors évidemment, au moment de ces discussions-là, on n'était pas encore dans le succès qu'a eu la BD des Nymphéas, parce qu'elle n'était pas parue encore. Mais de toute façon, on avait cette idée cette discussion autour de Dieppe, en fait, parce que c'était vraiment, par contre, il l'a dit Michel, le moment où la série télé a été faite, et puis pour des raisons X, Y et Z, elle n'a pas pu se tourner à Dieppe, cette série, et moi, j'avais lu le roman, et j'ai dit à Michel, ben, tu vas voir, nous on va reconstituer Dieppe, et c'était très attirant cette reconstitution de Dieppe, parce que Dieppe est une ville qui a beaucoup changé, c'est-à-dire qu'on n'a pas le changement qu'a connu Le Havre après-guerre, parce que Le Havre a été rasé, mais Dieppe dans les années 80 est une ville qui a été quand même partiellement repensée au niveau du port de Plaisance, qui n'existait pas, c'était le terminal des croisières, et moi j'avais tous ces souvenirs d'enfance, et quand j'ai vu que le roman se passait à cette période-là, je me suis dit, tiens, chouette, on va pouvoir même offrir à des Diepois, des jeunes Diepois qui n'ont pas connu ce Dieppe comme ça, on va pouvoir leur offrir la ville telle qu'elle était. Bon, après, il y avait le Jura, il y avait le point de vue de l'adaptation, de la recherche historique, c'était assez passionnant à faire. Puis après, bah, voilà, moi je me suis quand même beaucoup attaché au personnage. Comment est-ce que Nicolas, en tant que franco-brésilien, tu t'es retrouvé dans cette équipe de Normands? Alors, donc moi j'ai été embarqué dans ce projet après, donc un peu après qu'il ait été conçu. J'ai rencontré Fred au moment où il cherchait un dessinateur, et je me suis posé la question en tant que dessinateur, donc si le projet m'emballait et si j'y avais ma place. Et donc j'ai commencé tout simplement par lire le roman de Michel. Alors ça m'a déjà rassuré dans un premier temps, parce que le bouquin est génial, et puis j'ai senti qu'on était sur une histoire très forte, avec des personnages très forts, et que c'était vraiment une machine bien huilée, et qu'on partait sur des bonnes bases. Et ensuite, en tant que dessinateur, encore une fois, bah, forcément on se pose la question de savoir ce qu'on va avoir à dessiner, est-ce que c'est fait pour nous, et est-ce que ça va être compliqué, est-ce qu'on va s'amuser. Et là pour le coup c'était vraiment... ça m'est apparu très rapidement comme un sacré défi, parce que c'est une histoire qui traverse plusieurs époques, plusieurs décors, et donc c'est à la fois rigolo, et en même temps on se demande ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. Mais je me suis laissé embarquer, et puis comme le disait Fred, c'est une histoire qui a des personnages très forts, et moi c'est ce que j'aime peut-être encore plus que tout le reste, la caractérisation des personnages, créer comme ça des personnalités, retranscrire des personnalités qui étaient présentes dans le roman à travers le dessin. C'est vraiment le défi qui m'emballe le plus parmi tous. Et là on peut dire que j'ai été servi avec ce bouquin, parce qu'il y a une galerie de personnages absolument haute en couleurs et très fournie. Donc voilà, donc c'était super bien. Et en dernier lieu, mais de manière non moins importante, j'ai découvert notamment Dieppe, qui était pas, que je ne connaissais que de nom, et je suis allé, on a très vite senti que ça allait être très important d'être dans une représentation plutôt réaliste de la ville, parce que c'était ce qui était le cas dans le bouquin. Et comme je ne connaissais pas, et quand on est dessinateur, on présente le réel, donc il n'y a pas d'autre solution que d'aller s'y confronter. Donc j'ai passé une magnifique journée ensoleillée en présence de Fred notamment à Dieppe, avec son appareil photo et mon carnet de croquis, et puis voilà. Donc c'était aussi une aventure, c'est aussi l'histoire d'une rencontre entre moi et cette région que je connaissais pas bien, que je connais un peu mieux maintenant. Alors Fred et Michel, comment est-ce qu'on se partage le travail de l'adaptation du roman? Est-ce que chacun travaille dans son coin? Est-ce que vous faites des échanges? Vous voyez comment va se passer finalement? En fait, l'adaptateur, c'est moi. Donc non, moi je prends le bouquin. Parce qu'on a une habitude avec Michel qu'on a prise avec les Nymphéas Noirs, c'est que je lui fais relire mon travail. En fait. Comment vous expliquer ça? Michel, c'est un éditeur, et moi je suis l'adaptateur en fait. Donc il se trouve que là, pour des raisons vraiment de relations qu'on a entre nous qui sont excellentes, je dispose d'un premier lecteur qui est l'auteur lui-même en fait. Et ça c'est une chance en fait,
que je mets à profit pour améliorer le bouquin, pour avoir déjà son avis. Mais je me garde quand même, parce que c'est possible parce qu'il accepte ça, en fait. C'est pas évident à expliquer, mais vous avez des auteurs, il ne faut jamais leur faire, des auteurs normaux, il ne faut jamais leur faire relire une adaptation. Parce qu'ils voudraient avoir exactement tout ce qu'ils ont mis dans le roman. Et Michel, lui, accepte l'idée de la trahison, en réalité. Et donc, quand ma trahison le fait rire, ça marche. Et puis après, il y a une discussion qui est une discussion presque d'éditeur, en fait, finalement. Il donne son avis de lecteur, et c'est vachement intéressant. Après, il y a aussi sur le travail des dialogues, ça j'y tiens vraiment. Je lui fais relire les dialogues parce que c'est ces dialogues que je triture. Et donc je trouve intéressant d'avoir vraiment le dernier mot du dialoguiste qui dit « Ah tiens, en général, il en enlève ». Plutôt que... Moi, j'ai tendance à essayer quand même d'être assez fidèle au roman, mais d'en faire de la BD. C'est un peu compliqué ce que je veux raconter là, mais l'adaptation, c'est prendre un roman et à un moment l'oublier aussi. C'est-à-dire qu'il faut... on a un roman qui a une vraie base, et moi je dois en faire un objet bande dessinée, c'est-à-dire quelque chose qui va être découpé, qui va être case par case, et qui va être confié à un dessinateur qui lui va amener l'émotion, sa mise en scène, sa narration. Et on a un moment, on n'est plus du tout dans un roman. Là, la BD que vous allez pouvoir découvrir tout à l'heure, ce n'est pas un roman, c'est une bande dessinée. Donc à ce passage-là, et là, ça c'est mon travail. C'est mon travail, et je trouve ça très intéressant d'avoir comme premier lecteur l'auteur. Mais il est possible qu'un jour j'adapte un autre auteur et que j'accepte pas ce jeu-là parce que le gars il va me casser les pieds au bout de 3 minutes, quoi. Et c'est vrai qu'avant d'avoir, quand on a commencé les Nymphéas, on s'est rencontrés et c'était les éditions Dupuis avaient acheté les droits de Michel, on a sympathisé et moi je lui ai proposé de relire le truc, donc il se prend au jeu évidemment, il comprend vite. Donc dans les Nymphéas, il était encore un petit peu, voilà, puis plus ça va, plus il comprend comment ça marche la BD. Du coup, on s'est mis à écrire ensemble, ça c'est autre chose. Là on écrit ainsi un projet de BD ensemble, qui n'est pas une adaptation de roman. On pourrait aussi décider d'adapter ces romans ensemble, ça sera encore un autre jeu, ça. Vous voyez, il y a des petites subtilités comme ça. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est que moi, je fais toujours la même blague, je suis désolé pour ceux qui l'ont entendu déjà avec ces fois, dans Michel 40. Le seul auteur que j'avais adapté avant Bussy, c'est Molière, et j'ai pas pu beaucoup parler avec Molière, une fois. Et donc, et encore, j'avais pris des drogues, tout ça, mais... Non, je plaisante, mais avoir l'auteur très très disponible et très très bienveillant au-dessus de son épaule, c'est une chance. Mais ça peut aussi tourner au cauchemar avec un auteur qui voudrait exactement décider. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, ce que j'ai le plus apprécié finalement au tout début avec Michel, c'est la confiance qu'il accorde aux gens. Donc une fois que la confiance est là, eh bien, chacun fait son boulot, quoi. Voilà. Tu vas rajouter quelque chose? Ouais, enfin, ce qui est facile quand même, je trouve, moi, en tout cas avec la BD, c'est que ça reste extrêmement fidèle au roman et fidèle d'un point de vue même linéaire, c'est-à-dire que pour avoir l'expérience des adaptations télé, par exemple, voilà, tout est remalaxé, changé dans l'ordre, etc. On change les noms des personnages, on modifie les choses. Alors que sur la BD, c'est une adaptation, mais c'est une adaptation, enfin jamais Fred n'a changé le moindre nom d'un personnage, c'est-à-dire il lit le roman et après il essaye de traduire ce roman en BD, mais voilà, il faut se croire qu'il a aimé le roman, qu'il a aimé les personnages, qu'il a essayé de comprendre les personnages, qu'il a essayé de comprendre quels sont les climax dans le roman, quels sont les points de suspense, etc. Et du coup, à partir de là, on essaye dans les 180 pages de la BD, avec les moyens de la BD, de garder ce qui fait l'intérêt du roman. Donc du coup, si on est d'accord sur cette même longueur d'onde, c'est-à-dire on discute un peu des personnages, on est d'accord sur les personnages, on est d'accord sur les points forts du roman, on est d'accord sur les points qu'il faut absolument garder. Évidemment, dans Avion sans aile, évidemment, on a tout de suite discuté sur Malvina, comment elle va être, etc. On a discuté de la fameuse une de l'Est républicain où voilà, le Grand-Duc voit quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, et on va le découvrir qu'à la fin du roman, pourquoi il a découvert la vérité 18 ans après. Enfin, tous ces éléments du roman, je pense qu'on parle la même langue avec Fred, et donc on parle la même langue du suspense, du twist, du rebondissement.
de la psychologie des personnages. Et donc après, c'est relativement simple parce que c'est technique. On se dit, bah, tiens, comment on va faire, qu'est-ce qu'on va montrer, qu'est-ce qu'on va pas montrer, mais on est exactement on parle de la même chose, quoi. Donc du coup c'est assez simple, et je dirais ce qui est le plus compliqué, c'est le début, et c'est le gros boulot de Fred, je crois, c'est de faire ce qu'on, je sais pas si on appelle ça un peu un chemin de fer ou un truc comme ça, c'est-à-dire que de résumer les 500 pages du bouquin en un certain nombre de pages. De séquences. Un certain nombre de séquences. Et ça, c'est un énorme boulot parce qu'il faut couper, il faut faire. Et une fois que ce boulot-là est fait, et ça c'est vraiment, voilà, c'est la responsabilité de Fred, parce que moi j'ai aucune idée de combien de temps ça prend, ce qu'on va mettre sur une planche, etc. Une fois que ce boulot-là est fait, et là effectivement je fais confiance, après on peut effectivement discuter dans le détail. Tiens, on pourrait rajouter une libellule, tiens, on pourrait rajouter une vue sur diète, etc. Mais ce boulot-là est fait. Donc, j'ai une question, moi. Ouais. Qui a lu le roman? D'accord, donc on peut parler assez librement. Quoi. Donc par exemple, un des choix que j'ai fait, ça c'est ma partie du boulot, sur Un avion sans aile, c'est d'enlever un personnage dont j'ai tellement enlevé que je me souviens plus de son prénom, c'est l'épouse de Nazim. Comment elle s'appelle? Leïla. Donc Leïla, elle a été tout de suite sabrée pour une raison, pour deux raisons. La première était une raison de pagination, en fait. Elle prend beaucoup de place dans le roman. Enfin, et le roman, si je l'avais adapté tel qu'il est, donc en l'intégrant, c'était à peu près 200 planches. Et là, il y a un monsieur à ma droite, là, qui... Vous voyez la tête qui se là, puis encore, là, il est gentil, on lui a donné à manger, tout ça, mais tu vois, il n'aurait pas été content. Déjà, je lui avais dit 150, il en a fait 175. Voilà, ce qui a quand même été un gros boulot supplémentaire, mais bon, voilà. Et donc, je m'étais rendu compte assez vite, par expérience, que ce roman, tel qu'il était, les nymphéages, j'avais quasiment rien à enlever. J'ai pas enlevé de personnage dans les nymphéages, j'en ai même ajouté un, qui était le rôle de la jeune flic, qui va aider ensuite pour... ça, c'est un personnage que j'ai inventé, j'avais expliqué à l'époque à Michel, que j'avais besoin d'un personnage, de caractériser un personnage, pour ne surtout pas aller à l'intérieur du commissariat, parce qu'on se serait rendu compte de l'époque. Entrer dans un commissariat et qu'il n'y a pas d'ordinateur, c'était... Ben voilà. Bon, donc on avait fait cette petite combine. Sur Un avion sans aile, c'est beaucoup plus dense, il y a beaucoup de personnages, c'est toute une galerie de personnages. Et donc Leïla était évidemment le personnage le plus facile à retirer, puisqu'elle est une boucle dans le roman. Alors qu'est-ce que c'est qu'une boucle? C'est un arc dramatique en plus, c'est-à-dire qu'elle mène une contre-enquête, et quand vous réfléchissez bien, vous avez très bien pu fort apprécier les pages de Leïla dans le roman, mais en les enlevant, on ne change absolument pas le sens. On enlève juste un meurtre. Alors il y a certainement un côté thriller en moins. On a moins l'impression, du coup, comme dans le roman, qu'un assassin rôde et tue des gens, mais moi j'y ai gagné en efficacité, c'est-à-dire que c'était une fausse piste en moins, et alors c'est vrai qu'il faut respecter ça aussi parce que Michel est le spécialiste des fausses pistes, mais voilà, dans une adaptation on fait des choix et il faut faire un choix radical. Et par moment, plutôt que de dire bah tiens on va diminuer telle scène, bah, je préfère enlever un arc dramatique complet et avoir de la place ailleurs. Là, en ce moment, je suis en train d'adapter Maman à tort. Les choix sont assez radicaux aussi, même si, au final, je pense, vous aurez l'impression d'avoir l'adaptation fidèle du roman. Et moi, je sais ce que j'enlève, hein, et j'en enlève quand même. Voilà. Et une fois ce travail de découpage du roman, de préparation, qu'est-ce qui arrive dans tes mains, Nicolas, à ce moment-là? Est-ce que tu as comme un plan de cinéma, découpage, arrivée du personnage, plan fixe, plan de loin? Ensuite, tu as une liberté totale de... Non, la liberté n'est jamais totale. Ça, c'est une chose qui est acquise dès le départ. Mais c'est le jeu, c'est les contraintes, c'est pas mal aussi, ça fait partie du jeu. Non, ça dépend, donc on reçoit un scénario. Qui est plus ou moins détaillé en fonction du style et des obsessions éventuelles du scénariste. Et dans le cas de Fred, c'était relativement détaillé, mais pas forcément de la manière dont on pourrait imaginer forcément. C'est-à-dire que Fred, par exemple, il peut décrire une scène, un plan large sur un port de pêche avec plusieurs personnes, des chalutiers, etc. Et puis comme détail, il va dire tel personnage soulève un sourcil en signe d'étonnement, par exemple, parce qu'il considère que c'est ce qui est important sur cette ligne-là. Voilà.
Exactement. Et c'est une façon comme ça de diriger, sinon la caméra, mais enfin en tout cas l'attention du lecteur, et donc avant ça l'attention du dessinateur pour qu'ensuite le lecteur soit... pour que les lecteurs comprennent ce qui se joue, voilà, à travers ce genre d'indications, mais tout ça c'est par écrit. Donc on passe du langage des mots au langage des dessins, et c'est là où ça peut devenir acrobatique ou pas. Alors ça dépend effectivement du sujet et du degré d'exigence du scénariste, et puis éventuellement de l'auteur, parce que là encore une fois, donc il y avait cette espèce de double entité comme ça au-dessus de ma tête ou derrière mon épaule, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'était super. J'ai un peu appréhendé ça au début, parce que je me suis dit qu'on pourrait perdre peut-être en agilité comme ça, et puis finalement ça a super bien marché. Je le dis vraiment sincèrement. Michel aussi a été un lecteur bienveillant, enfin précis dans ses remarques, dans ses critiques éventuellement, mais super encourageant. Et puis avec Fred aussi, on a fait des allers-retours. C'était vraiment un travail collectif, quoi, mais très stimulant. Et je me suis pas mal retrouvé. Ouais. Et Michel, comment est-ce qu'on accueille justement la représentation graphique de tes personnages quand tu les vois dessiner pour la première fois sous la plume de Nicolai? Tu dis, oh, mais si je savais dessiner ce personnage-là, je l'aurais fait comme ça ou Alors, déjà, moi, je ne vois pas forcément mes personnages physiquement quand j'écris. Je pense que mes lecteurs ont plus une vision, parce que quand on lit un roman, on se dit, tiens, ce personnage-là, je vais le faire ressembler à tel acteur, ou à ma cousine, ou à je ne sais pas qui. Enfin, on peut lire en ayant des images. Moi, quand j'écris, je n'ai pas spécialement d'images, par exemple, que ce soit Lily, que ce soit Grand-Duc, je n'avais pas d'image. Voilà, je les décris un petit peu, mais je n'en fais pas plus. Donc du coup, c'est agréable parce que ça laisse une espèce de champ, et on a fait un casting, hein, comme on fait, c'est-à-dire que Nicolas a fait des essais, et puis on a regardé un petit peu, par exemple pour Grand-Duc, c'était pas évident, est-ce qu'on lui faisait vraiment une allure de baroudeur, est-ce qu'on faisait au contraire une allure de mec fatigué, il fallait qu'il vieillisse, hein, il vieillissait quand même pas mal de temps, donc il fallait qu'il soit... Voilà, c'est pas Rambo, c'est pas non plus... voilà, donc il fallait qu'on trouve un compromis. Et ça, c'est agréable parce qu'il y a plein de choses que je ne savais pas. Par exemple, parler de Malvina, c'est typique. Malvina a été compliquée parce que je la décris un petit peu, mais je dis juste qu'elle a fait un déficit de croissance. Donc elle a comme ça une allure très chétive de petite gamine, sauf que c'est une adulte. Voilà, donc après on a décidé comment l'habiller, comment est-ce qu'on lui mettait une barrette dans les cheveux, etc. Donc ça c'est super agréable parce que c'est une espèce de comme ça d'aller-retour à plusieurs, et puis on dit ah là c'est pas mal, ah, il manque peut-être un petit détail, bon, on tâtonne, et c'est génial parce que quelqu'un qui fait le film, il va choisir un acteur, voilà, mais il n'a pas le choix. Là on a quasiment le portrait robot et on peut comme ça affiner les choses de façon très précise. Donc ça c'était super agréable. Par exemple, pareil, Lily, lui mettre une queue de cheval, enfin voilà, c'est des choses qui sont là pour le coup, qui ne sont pas dans le roman, ou très peu dans le roman. Et puis après, ce qui était agréable aussi, c'est de regarder les dessins comme un lecteur et de donner les petits détails. Et ce qui était agréable avec Nicolas, c'est qu'il n'hésite jamais à recommencer. Je me rappelle d'un truc, un détail, par exemple, à un moment donné, il y a Grand-Duc qui est en train de discuter dans le gîte dans le Jura. Et puis il est dans le salon, et puis ils sont devant une télé. Je me dis, ah c'est dommage, ils sont dans le Jura, dans un petit gîte, ça serait mieux qu'il y ait un feu de cheminée, ça serait plus cosy. Pas de souci, je viens la télé, je recommence le truc, et la planche, il y a un feu de cheminée. Alors c'est un détail de rien du tout, quoi. Moi je me dis, je te vais chier de faire tout refaire en disant, voilà, juste. Mais c'est vrai que bon, ma tête me dit, tiens, un gîte dans le Jura, dans plein hiver. Voilà. Et donc c'est agréable parce qu'il a fallu de... En fait, on a le droit de tout dire dans cette... Voilà, c'est ça. Non, mais il y a des choses que j'ai dit et que vous n'avez pas cédé, mais en tout cas, il y a cette idée que, comment dire, moi je prends un autre, puisque tout le monde a lu Un avion sans aile, on peut y aller. Il y avait un détail technique qui était, au tout début, quand Malvina découvre le cadavre de Grand-Duc, enfin soi-disant le travail de Grand-Duc, c'est pas Grand-Duc, donc il a la tête dans la cheminée. Et ça, c'était typique, très difficile, parce qu'un lecteur de polar, quand il va voir un cadavre dont on ne reconnaît pas la tête, parce que la tête a été brûlée, il se dit « Ok, c'est pas le bon ». Voilà, c'est un réflexe classique. Donc il ne fallait surtout pas que les gens se doutent que c'était pas Grand-Duc qui était mort. Donc pas facile, parce que dans le roman, je m'en sors assez bien, parce que c'est Malvina qui le dit au téléphone, elle dit Grand-Duc est mort au téléphone à sa mère. Quand elle dit au téléphone Grand-Duc est mort, forcément le lecteur il se dit donc Grand-Duc est mort, il ne se pose pas la question. Il ne sait pas
tout à fait, Malvina n'a pas vu le visage. Mais là, on était obligé de voir le cadavre. On était obligé de voir un cadavre avec une tête dans la cheminée. Et donc, on a tâtonné, vraiment au détail près, et je trouve qu'effectivement, dans la BD, je mets quelqu'un qui n'a pas lu le roman au défi de se douter à ce moment-là que c'est pas forcément le Grand-Duc qui est mort. Mais voilà, c'est agréable parce que moi j'adore discuter de ça, d'arriver au moment où on se dit « Ah, là c'est pas mal, à mon avis, ça passe très bien ». Alors il fallait trouver une petite combine pour attirer l'attention ailleurs. C'est ce que font tous les gens du visuel. Quand on voyait un film d'Hitchcock, etc. Et moi, la solution, c'était par les libellules. Vous allez voir plein de... En fait, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il veut avec ces libellules qu'on voit en gros plan? C'est une façon de détourner l'attention. Et du coup, on donne moins d'importance à ce cadavre. Et c'était assez délicat à faire. Alors, il y a des gens qui vont tout de suite pas fonctionner, mais je pense que c'était une des solutions qui s'est avérée, qui s'est présentée, en fait. On avait parlé pas mal des libellules avec Michel en tout début du projet, pendant que j'étais en train de découper encore Nymphéa avec Didier Casgrain, et on avait parlé de ces libellules parce que je venais lire le roman et on s'était dit, il y a un côté David Lynch presque, c'est-à-dire presque surréaliste, un côté un peu polar, vous voyez, alors pas Blue Velvet parce que je vois pas Michel Bussy écrire un truc comme Blue Velvet, je prends Christian témoin là, hein, on est d'accord, il fera pas, hein. Mais quoique, hein, quoique. Non, je les taquine. Et donc on s'était dit, tiens c'est marrant, on pourrait pousser avec les libellules un côté un peu bizarroïde et tout. Et ça, je m'en suis bien servi pour justement détourner l'attention. Et ces libellules, du coup, elles me donnent tout un fil dramatique que Nicolas a pu utiliser. Et vous regarderez dans la BD, elles partent de leur petit aquarium, vivarium, là, et puis elles finissent sur la voiture de Malvina quand elle monte la garde. Ça se boucle avec les libellules, voilà. Juste par rapport à ce qui s'est dit sur les personnages, par exemple, Malvina, ouais, on avait ce descriptif chétive, et puis moi je me suis remis beaucoup dans l'époque en fait, des personnages, vous voyez, et je suis moi-même très fan de musique, et donc voilà, une jeune qui a grandi dans les années 90, c'était tout de suite le grunge, quoi. Donc grunge, un peu Nirvana, donc il y avait cette image qu'elle était dans sa chambre avec un poster de Nirvana que Nicolas a gardé. Et puis moi je m'étais dit, bon vraiment c'est une petite punk en fait. Et donc sa couleur, le punk, c'est rose, c'est le rose bonbon quoi. Et voilà. Donc on a fait de Malvina un personnage rose bonbon. Mais je passe la parole à Nicolas qui lui il a dessiné rose bonbon. Voilà, pour dire encore un mot sur Malvina, qui était effectivement un gros morceau, peut-être le personnage le plus difficile à caractériser comme ça, parce qu'elle est à la fois, elle est ancrée dans un univers qui est réel, qui est plutôt réaliste, en tout cas auquel on est censé croire, et puis elle est un peu comme ça, elle est presque comme si elle était sortie d'une histoire un peu fantastique, elle dénote avec le paysage, avec les autres personnages, etc. Donc c'était, effectivement, il y a eu plusieurs essais, alors pour ceux qui ont... J'espère ne pas me tromper de version, mais je pense que pour ceux qui ont la version, l'édition limitée, que vous avez, madame, à la fin, il y a des croquis, et on voit une version antérieure de Malvina, qui devait être dessinée avec un costume d'écolière, un peu comme si elle était sortie d'une espèce d'internat du début du XXe siècle. Voilà, et ben moi je trouvais ça pas mal, et par exemple, c'est un exemple, et puis sans doute peut-être parce que je trouvais ça rigolo à dessiner, etc. Et puis j'étais minoritaire, Fred tenait à ce qu'elle ait un teddy rose blanc, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre au début, et puis très vite je me suis rendu compte que c'était parfait, ça l'a fait ressortir dans la palette, voilà, c'est ça, c'est la dernière. Donc on était sur... Une colle à son époque en rose bonbon avec un teddy. Merci monsieur. Elle est à la fois punk et dans son époque. Donc vous voyez, il y avait quand même un sacré... Mais ça c'est des discussions qui sont vachement intéressantes, hein, parce que personne n'a raison. Après, c'est un choix graphique. Ouais. Et, dans une BD chorale comme ça, où il y a quand même... Il y a 7-8 personnages principaux. Il faut vraiment que chaque personnage soit reconnaissable. Alors, vous voyez, le génie de ça, c'est Sergio Leone, puisque une seule, et évidemment les musiques. Mais, puisque dans Le Bon, la Voix du Truand, vous avez la première note de musique, et vous savez quel personnage va apparaître dans le plan suivant. En BD, on n'a pas ça, on n'a pas le son, donc il faut vraiment caractériser les personnages au-delà du physique. Voilà. Et alors, on avait
on avait Lily qui doit être très classique, donc d'où la queue de cheval, parce que la queue de cheval c'est un peu plus classique. On est dans des représentations, hein, toujours, nous les auteurs de BD, on essaye de représenter sans trop caricaturer. C'est un gros boulot. Moi j'ai bien aimé le travail qui a été fait sur les deux grands-mères, par exemple, Nicole et puis j'ai déjà oublié son nom, Mathilde. Moi, Mathilde, c'est mon personnage que j'ai préféré, pas les lecteurs du roman, mais à la confection de la BD, Mathilde, elle a beau être folle, quoi, moi je l'adore. Elle est vraiment, je crois, graphiquement, il a apporté quelque chose. Elle a un côté Christine Lagarde, mais en gentil, qui fait des confitures. J'aime bien. Je me suis vraiment attaché à ce personnage. Je me dis, non, elle pourrait diriger le Fonds monétaire international, mais en même temps, elle pourrait faire des confitures de fraises. Et c'est très très réussi. Et puis Nicole, elle est formidable, quoi. Bon, Nicole, elle est vraiment extrêmement bien décrite dans le roman. Donc là, on ne pouvait pas se tromper, quoi. On pouvait pas se tromper. Elle est pas caricaturale, elle représente vraiment un type de personnage qu'on croise dans la vie, quoi. Voilà. Et moi, les grand-mères, je les adore, quoi. Vraiment, c'est pour moi les deux personnages les plus importants du roman. On cherche aussi ça dans l'adaptation, si vous voulez, qu'a voulu dire le romancier. Alors là aussi, j'ai la chance d'avoir Michel, parce que pour le moment, je peux lui poser des petites questions un peu, pas intimes, mais un peu plus pointues que ce que j'aurais pu demander à Molière, quoi. Donc, t'as voulu dire quoi exactement dans ce roman? Alors, dans les Nymphéas, il y a quand même toute une réflexion sur le temps, sur tous ces villages qui deviennent inhabitables parce qu'on les coule dans une espèce de pâte où plus rien ne bouge. Il y avait une vraie réflexion de géographe aussi par rapport à ça. Et dans Un avion sans aile, on est plus dans des rapports sociaux, mais pas que. On a le social et le territoire, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, tout ça, moi, ça m'intéresse bien. Puis, lui, c'est un géographe, moi, un historien. On a un petit peu l'habitude comme ça de se renvoyer la balle. Et donc, on s'amuse beaucoup. Et ça, c'est vraiment, je le répète, c'est une chance de pouvoir avoir cette discussion. Là, on n'a pas encore commencé, mais on voyage en voiture la semaine prochaine, c'est ça. On va parler du Havre. On va parler du Havre pendant 1 heure ou 2. Parce que le Havre, c'est pas rien. On ne fait pas une BD qui se passe au Havre en disant bon, on va prendre 3 photos. Non, le Havre, c'est une vraie histoire. C'est une histoire très récente en plus, puisque le Havre est une ville qui a été complètement reconstruite, donc qui a 80 à 70 ans. Voilà. Donc ça, il y a un vrai travail que moi j'ai l'intention de faire pour Maman a tort. Et ça, quand on a l'auteur et qu'on a la gentillesse de l'auteur de la discussion, moi ça me nourrit énormément. On va prendre 2. Oui, puis sur Un avion sans aile, puisqu'on est sur les personnages, l'ADN d'un avion sans aile, le fonctionnement d'ADN d'un avion sans aile, ce qui a fait sûrement son succès, c'est le télescopage de 2 milieux sociaux différents. C'est une femme avec un gamin, une gamine, et puis deux familles que tout oppose, qui vont se discuter. Et donc c'est vrai que c'est le succès, puis c'est vrai qu'on va dire un peu ouais, mais c'est caricatural, il y a les riches, il y a les pauvres, les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, etc. Enfin, bon. Mais néanmoins, l'enjeu c'était quand même d'y croire. Après, on peut avoir son opinion, on peut voir le monde à travers la lutte des classes, on peut dire qu'elle n'existe pas, enfin chacun a son opinion là-dessus, mais en tous les cas, l'idée c'était qu'on y croit. C'est-à-dire qu'on se dise, voilà, quand on est chez les Vitrales, on est vraiment chez les Vitrales, et quand on est chez les De Carville, on est vraiment chez les De Carville. Et j'espère qu'on va le permettre. Et donc vraiment le dessin de Nicolas, je crois, le permet, c'était ça l'enjeu. C'était de prendre le temps de poser ça, et quand on est d'accord, ils vendent des frites sur le front de mer, ça peut être ridicule, ou ça peut être au contraire parfaitement crédible, parce qu'effectivement, il y a des vendeurs de frites sur le front de mer de Dieppe, et dans le quartier du Paulet, il y a des petites baraques, et il y a cette ambiance-là. Et pareil sur le Val-de-Marne et chez les Carville, et donc quand on regarde la BD, les planches que fait Nicolas sur quand Marc arrive dans la demeure de Carville, avec ses grands champs, il y a un dalmatin, il y a les bibliothèques, il y a le piano, il y a tout. Très important. Le piano, c'est... Ah, moi, je suis bluffé, quoi.
je le fais par le détail, par le tableau, par le truc, et j'ai l'impression qu'on y est, quoi. Et elle entre dans le château, et ça, c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on y croit, c'est cette profusion de détails. Pareil, il y a un truc sur lequel on un peu, quand Marc découvre la chambre de Malvina, la chambre de Lily, mais chez Malvina, avec tous les cadeaux pendant 18 ans qui n'ont pas été donnés, mais pareil, il y a un effet de pow. Et donc cet effet-là, c'est ce qui permet de croire à l'incroyable, c'est-à-dire le fait d'un truc qui apparaît dans lequel il y a les contre des pauvres, au final, ça devient une fable auquel on croit parce qu'il y a il y a ce sens du détail qui se dit, bah oui, en fait, c'est comme ça marche, on ne se pose même plus la question, on est avec eux. Moi, j'ai utilisé. En fait, j'ai utilisé, alors c'était dans le roman, il y a un piano chez les Carabines, ouais. Et donc, voilà, le piano, visuellement, dans le roman, il est là, hein. Évidemment, le piano est un signe de luxe, encore un signe extérieur de richesse du piano. Même dans la représentation, même si ça s'est démocratisé, quand on mettait un piano quelque part, c'est quand même le signe d'une certaine bourgeoisie. Voilà. Et donc, le piano, dans la BD, a pris une double importance. C'est que le personnage de Lily est entre les deux mondes. Il y a cet argent dont elle dispose. Et effectivement, il y a une scène très importante, et la scène où elle ramène un piano à l'intérieur de chez les Vitrales, où il n'y a pas la place. Vous voyez, et cette scène-là, elle était clé. On a d'ailleurs pas mal discuté avec la mise en scène, parce que Michel, lui, il voyait bien l'importance de ça. Et il dit, il faut commencer à l'intérieur, et puis moi je voulais le contraire même mettre à l'extérieur. Enfin, finalement, on a gardé ma solution. Ouais. Parce que il fallait, si vous voulez, la solution de Michel, c'était la solution du romancier, de bien installer et d'avoir. Et nous, on est passé par la solution visuelle, c'est-à-dire que le piano, il vient comme vous savez, le point d'orgue au piano. Et donc, il vient conclure la séquence. Où Nicole, elle est en extérieur, elle pense à son intérieur et elle se dit mais elle va me faire rentrer la bourgeoisie chez moi en fait. Et ça rentre pas, on n'est pas bourgeois, rien ne rentre de bourgeois chez moi. Et Lily finit par avoir raison et fait entrer un piano parce qu'il y a juste la place. Et c'est une scène, si vous voulez, pour l'adaptateur, c'est une scène clé du roman. C'est une situation clé, pas une scène, c'est une situation clé du roman. Et comment finalement, avec sa modestie et sa gentillesse, Lily, mine de rien, elle est pas vendeuse de frites. Elle est pas diepoise complètement, elle est autre chose, elle est elle. Voilà, et ça c'était elle est ni bourgeoise, ni voilà, elle est Lily. Et parce que finalement, c'est pour moi, c'était la grande clé du roman, c'est qu'un personnage, vous savez, on parle souvent avec Michel de comment c'était le film. Les gamins sont élevés dans des milieux différents. La vie est un talent tranquille, c'est pas ça. Là, on n'est pas dans une comparaison d'échange. On est dans Lily qui finalement, elle n'est ni bourgeoise, ni voilà, elle est elle. Et c'est ce côté quand même, moi, m'a beaucoup intéressé. Donc, comment faire passer ça? Et après, il fallait faire passer visuellement. Et donc, pour faire passer visuellement, le visuel, c'est des objets, c'est des gens, et le piano était hyper important. Voilà, et du coup ça pose des questions, de même qu'il est difficile de faire entrer un piano dans une pièce, c'est difficile aussi de dessiner un piano futile demi-queue ou je sais pas quoi, dans une petite maison qu'on avait pensé comme étant vraiment une maison de pêcheurs du quartier du Pollet. Donc, et encore une fois, là aussi, il fallait qu'on y croie, c'est-à-dire que le piano en tant que symbole, c'est quelque chose de très fort, mais le symbole, il faut qu'il existe et il faut qu'on y croie, et on était tout le temps dans ce truc d'équilibriste un peu, à jouer avec des personnages très archétypaux ou des sociotypes, comme dirait Michel, enfin des personnages symboliquement très forts, mais qu'il s'agissait d'ancrer dans un monde réel, quoi. C'était ça le défi. Et une question pour Nicolas, avant d'écouter vos questions, si vous en avez, comment est-ce qu'on aborde la réalisation d'un album de 175 pages qui va, j'imagine, te demander un certain nombre, peut-être 2 ans de travail. Avec quelle technique tu pars justement de dessin pour attaquer cet album? Alors déjà, on m'avait dit 140 pages au départ, donc il y a avoir un problème une fake news ou un truc comme ça. Et non, ça s'est allongé, mais c'était pour les besoins du récit. Et puis évidemment, quand on fait un bouquin, il faut bien le faire, sinon c'est pas la peine. Donc j'ai accepté ces 30 pages supplémentaires avec entrain. Et puis voilà, du coup, on se lance dans une BD comme ça, en essayant de mettre
ces dessins au service de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une bataille d'ego à l'intérieur de chaque créateur, entre ce qu'on a envie de montrer qu'on sait faire et puis ce qui est le mieux pour l'œuvre au final. Et puis il faut en général que l'ego la ramène pas et qu'on puisse faire la part belle à ce qui sera intéressant au final. Moi, en tant que dessinateur, comme je le disais, c'était un défi. C'était assez génial à dessiner. Je me suis amusé entre la Turquie, les montagnes du Jura, le port de Dieppe, etc. Enfin, c'était vraiment super chouette. Mais en même temps, il fallait que j'adapte que je mette vraiment mes dessins au service du scénario de Fred et de l'histoire de Michel, et quitte parfois à certains moments à faire exactement les choses comme je les aurais faites si ça avait été un projet personnel, et parce que je me disais, suite à une délibération avec moi-même ou éventuellement par mail avec mes acolytes, je me disais voilà, ça c'est un peu moins spectaculaire à dessiner, mais on va plutôt privilégier l'aspect psychologique du récit, etc. Donc voilà, donc c'est ce genre de questions qui se posent. Et après, pour ce qui est du dessin en lui-même, moi j'essaie d'aborder chaque album de manière différente, ne serait-ce que pour pas m'ennuyer, pour continuer à m'amuser, à me sentir un peu comme ça, défié et tout. Et donc là, j'ai tout remis à plat. Je sortais mon dernier album qui se passait entièrement la nuit dans un quartier de Rio de Janeiro. Enfin, c'était complètement dans un autre univers. Donc j'ai oublié toutes mes palettes, tous mes gimmicks, mes raccourcis que j'avais acquis au cours du projet précédent. J'ai mis tout ça de côté et puis je suis reparti à zéro. J'ai essayé de trouver les nouvelles couleurs. Alors qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont les couleurs de Dieppe? Quelles sont les couleurs d'Istanbul, du métro parisien? Bon, ça, j'ai pas eu à chercher très loin parce que j'y suis, mais et ainsi de suite. Donc à chaque fois, c'est une invention, quoi. Il faut trouver les nouveaux outils graphiques pour bien raconter ce qu'on a envie de raconter. Quand vous lisiez un album de Tintin dans les années 60-70, il y avait un nom sur la couverture, c'était Hergé. Voilà. Et donc 95% des gens pensent que Hergé faisait tout. C'est-à-dire qu'il remplissait la cafetière, il éditait, il distribuait, puis il dessinait tout. Et en fait, on se rend compte maintenant, parce que les choses sont un peu plus vraies, c'est qu'Hergé avait un véritable studio derrière lui. Et que l'avion de vol 714 pour Sydney, c'est Roger Leloup, le dessinateur du Yoko Tsuno, qui l'a conçu, que Edgar Pearl Jacobs a conçu les fusées, que même pour le scénario, Hergé avait énormément de collaborateurs pour ses scénarios. Et donc aujourd'hui, on est, si vous voulez, nous, quand on fait un bouquin déjà à 2 auteurs et qu'on a Cédric, qui a beaucoup participé aussi, Cédric là-bas, il est là, il a beaucoup commenté mon travail sur Nicolas. On a Michel qui a beaucoup commenté mon travail sur Nicolas. On a un vrai travail d'équipe qui est en fait quelque chose qu'on n'a pas inventé du tout l'eau chaude, c'est quelque chose de très commun, sauf que maintenant on en parle. Maintenant on en parle et on revendique par exemple, et moi je m'interdis de dire que je suis parmi les premiers auteurs à avoir mis le nom des coloristes sur les couvertures, c'est justement souvent des femmes. Et voilà, et ça c'est... Voilà. Après, sur la collaboration, la vie d'une femme, oui, pourquoi pas, enfin, mais si c'est comme ça, quoi. Oui, merci. Mais vous voyez, on fait un travail excellent avec Elsa Stuckmann chez Dupuis, voilà. Mais j'ai pas l'impression qu'elle a un avis féminin, elle a un avis d'éditrice compétente. J'aime bien justement discuter avec un éditeur. Et Cédric, là-dessus, est un très bon interlocuteur, on discute pas mal. Là, je vais vous parler de Maman à tort, parce que finalement, c'est moins gênant. Mais moi, j'avais dit pour Un élan sans elle que je voulais un dessin semi-réaliste. Et en fait, Nicolas, c'était nickel. C'est-à-dire que quand j'ai vu L'appel à la nuit, c'est un de mes collaborateurs, dessinateur, Mathieu Ménage elle-même, qui fait Renaissance, qui m'a offert moi je connaissais pas le bouquin de Nicolas, et Mathieu m'a dit regarde ça, vous savez que je cherchais quelqu'un j'avais décrit ce que je voulais à Mathieu. Et un jour il arrive chez moi, il me dit écoute, suite à notre discussion il y a un mois, regarde ce bouquin, c'était L'appel à la nuit, Nicolas, il dit ça a l'air quand même d'être ce que tu cherches. J'ai ouvert l'album, je l'ai appelé le lendemain. Voilà. Bon, là c'est bien tombé. Là, je vous parle de Maman à tort parce que je suis dedans. Maman à tort. Maman à tort, là j'ai 2 possibilités graphiques. Donc là je suis en train de faire l'adaptation, j'en suis à un stade de l'adaptation où désormais il va falloir que je fasse un choix, parce que la partie suivante, qui va consister à enlever des choses ou à en ajouter,
va énormément dépendre du dessinateur. Voilà. Parce que si je trouve, comme j'en ai ma première idée, pour Maman a tort, d'avoir un dessin, je trouve que Nicolas aura été parfait, je vais devoir enlever un côté trop réaliste au récit. Par contre, si j'ai un dessinateur très très réaliste sur Maman a tort, ce qui est une possibilité, qui n'est pas à exclure, eh bien, il y a peut-être des choses du roman que j'enlèverai, parce que l'adaptation va basculer vers quelque chose de hyper réaliste. Voilà. Et dans l'hyper-réalisme visuel, il y a peut-être des choses avec la peluche, etc., qui passeraient mal. Par contre, avec un dessin semi-réaliste, la peluche, elle est sauve. Mais si jamais on me disait, c'est Vance, par exemple, le dessinateur de 13, qui va dessiner Maman a tort, je pense que la peluche resterait dans son carton, quoi. J'exagère un peu, hein. Mais voilà. Et donc moi je veux garder la peluche, donc je veux trouver un dessinateur semi-réaliste pour faire ce récit, mais il faut aussi que je trouve un mec qui va me dessiner le Havre correctement. C'est-à-dire que je veux pas avoir un espèce de semi-réaliste qui va me dire ouais c'est des immeubles, on va mettre deux traits, puis ça va passer. C'est le lecteur qui va faire avec son imagination le travail de l'architecte. Non, ça c'est non. Ça c'est non. Vous voyez, j'ai quand même quelques convictions à ce stade-là. C'est non. Un des personnages principaux de Maman a tort, c'est le Havre. Et il va falloir qu'un mec décide, ou une femme, décide de dessiner le Havre correctement en regardant Perret, en regardant toute l'architecture havraise, qui est pratiquement le personnage principal pour moi, enfin un des personnages principaux de ce roman. Voilà. C'est une question plutôt pour Nicolas. Jusqu'à présent, tu as travaillé sur des BD où tu étais ton propre scénariste, chez d'ailleurs peut-être un plus petit éditeur, donc avec potentiellement moins de visibilité. Comment tu te retrouves sur un projet comme ça dont tu n'es pas à l'origine, avec deux personnes au-dessus de toi ou derrière ton épaule, comme tu disais précédemment? C'est une contrainte, c'est un avantage pour toi? Ouais, c'est les deux. Il y a de la contrainte, c'est sûr, mais c'est presque un exercice différent. Alors il y a les questions qui se posent aux dessinateurs, c'est-à-dire on choisit les couleurs, on choisit tracer lignes de perspective, enfin, on est dans la tambouille du dessinateur, mais pour ce qui est de tout le reste, y compris la partie la plus littéraire ou plus artistique au sens un peu abstrait comme ça qu'il y a, c'est-à-dire tout ce qui est d'imaginer un univers, de créer un ton, de créer un rythme, toutes ces choses qui font qu'une BD est ce qu'elle est et pas une autre, ça pour le coup je me suis mis en retrait. Alors je vais te donner quelques avis de temps en temps, mais vraiment quand ça me semblait pertinent. Et encore, je me suis dit qu'il fallait que je joue le jeu. Effectivement, ça faisait longtemps que j'avais pas travaillé en équipe. Et je me suis dit que, voilà, puisque je me lançais dans cette aventure, il fallait jouer le jeu. Donc j'ai mis en sourdine cette partie-là de moi. Et puis c'était très bien parce que c'est le principe de ce genre de travail en équipe, quoi. Il fallait que Fred, de la même manière, une fois qu'il avait donné son avis sur mes dessins, il fallait qu'il puisse aussi me laisser faire certains choix, parce que sinon, si on veut toujours intervenir dans le dessin des autres, on finit par dénaturer, et plus rien ne ressemble à rien. Le dessinateur dessine comme le scénariste voudrait qu'il dessine, et inversement. Enfin, inversement, c'est plus rare, c'est quand même plutôt dans ce sens-là que ça se passe, mais je pense qu'on a réussi à éviter, enfin je pense, non c'est sûr même, c'était une collaboration qui a très bien marché, et puis pour moi c'était une parenthèse, en tout cas une respiration comme ça, un autre type de boulot, mais super chouette, et je le dis sans fausse humilité, mais j'ai vraiment vachement appris en faisant ce bouquin. Il y a des moments où je me suis creusé la tête, je me suis dit comment tu vas t'en sortir, parce qu'il y avait des vrais défis, et puis je pense que j'en sors grandi. L'écriture, ni plus ni moins. L'écriture, elle n'est pas la même selon le dessinateur. Alors, Nicolas, je lui ai laissé beaucoup plus de liberté qu'à Casgrain dans L'Infernal Noir. Pourquoi? Pas que j'avais plus confiance en Nicolas, c'est que le récit s'y prête. Un avion sans aile, c'est un récit d'aventure, ça cavale, ça bouge tout le temps, il y a des rebondissements qui sont, je dirais, qui ne sont pas millimétrés. S'il m'avait dit, bah, écoute, là j'ai vraiment pas envie de dessiner la gare Saint-Lazare, est-ce qu'on pourrait faire ça à l'extérieur, une terrasse?
Je dis, bah, écoute, oui, pas de problème, ouais, je pense que c'est bête. Hein. Mais en revanche, Nymphéa Noir, c'est la première chose que j'ai dite à Casgrain, qui est pourtant que je connais depuis très longtemps. J'avais déjà fait 5 albums avec Didier, et 5 albums écrits plutôt comme j'ai écrit Un Amour sans elle. Mais vu le défi technique qu'était Nymphéa Noir, qui ne l'a pas lu, on est tranquille, vu le défi technique temporel, d'accord, de Nymphéa Noir, le découpage était hyper rigoureux parce que j'avais dit à Didier, on va s'y paumer. Au bout d'un moment, on va s'y paumer. Donc j'ai fait un truc tout bête, un peu psychorigide, si vous préférez, mais qui a été utile, c'est que chaque case était datée. Vu que j'ai trois époques, à chaque début de case, je mettais l'époque dans laquelle elle se passait, pour pas qu'on s'y paume. Parce que sinon, on se dit, mais oui, on sait, et puis on finit par se planter. Et Didier m'avait dit, oui. Donc ça signifiait quand même que le découpage, et donc le storyboard qui découle de ce découpage, le storyboard, c'est le croquis des cases mises en page, devait quand même respecter vraiment énormément ma proposition de cases. Voilà. Il avait très peu, et il a accepté. Hein. Mais tandis que pour Nicolas, moi je dis toujours aux dessinateurs, je vous fais une base en 7, ça vous permet de faire 6, 8, 9, vous pouvez un peu surdécouper, un peu condenser de cases. Moi je suis pas du tout. Vous savez, en tant que scénariste, je ne ressors jamais le scénario. Je regarde toujours le storyboard, le croquis de la planche. Si à la lecture de ce croquis, je me dis tiens, il y a un truc bizarre là. Là, ça peut m'arriver d'aller rechercher dans le scénario, mais sinon, si je lis le storyboard et puis que j'ai mon histoire, puis que tout est là, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, je ne vérifie pas le nombre de cases, hein. J'en suis pas à ce point-là. Mais donc, j'ai essayé de lui laisser un minimum de liberté. C'est jamais facile, mais on a trouvé un équilibre assez facilement, finalement. Enfin, bon, il n'y a pas eu de discussion. Les seuls trucs techniques, c'était au tout début, c'était de dézoomer un peu, parce qu'il sortait de La Pâle à Nuit, qui est un récit vraiment quasiment gaufrier. Vous voyez, toutes les cases sont égales, parce que c'est un choix narratif vachement bien. Et là, j'avais dit à Nicolas, attention, on va sortir de ça, on va avoir des plans larges, donc il faut que tu dézoomes un peu. Donc on l'a un petit peu fait suer sur les 5-6 premières planches. On l'a fait dézoomer, et puis après, c'était parti, quoi. Enfin, nickel. D'accord. Oui, complètement. Et puis, non, mais ce qui était amusant, par exemple, c'est dans mes romans, ils sont quand même très dialogués. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez cinématographique. Il y a des scènes, il y a une exposition avec une description du lieu, et puis des dialogues souvent entre deux personnages. Pas que, mais ça revient quand même assez souvent pour faire progresser l'enquête. Et c'est vrai qu'en BD, ça c'est pas forcément le truc le plus facile à faire, parce que 3 pages de dialogue, chant contre chant, voilà, c'est pas passionnant, c'est barbant, et donc là c'est là qu'est l'habileté de Fred et le talent de Nicolas, ou l'inverse, c'est effectivement d'arriver à trouver des astuces de manière à ce que effectivement on s'ennuie pas en lisant le document, et donc ça c'est en fait on s'en aperçoit pas en lisant la BD, mais c'est en permanence, si on prenait le bouquin et la BD, c'est en permanence des astuces de manière à pas avoir comme ça de longs tunnels de dialogue où simplement c'est une enquête et qui va parler à un tel, etc. Alors il y en a quelques-uns, mais à chaque fois c'est le plus difficile. Par exemple, c'était dans le train quand Marc parle à Malvina. Là, c'est un long moment, il faut qu'il explique, qu'il trouve les tests ADN, enfin, c'est un truc qui était assez long. Et voilà, donc là, il fallait s'amuser avec des chants. Donc c'est du cinéma, enfin, mais là, on est quasiment du cinéma, c'est-à-dire qu'on est dans le train, on est en dehors et on voit la scène à travers la vitre du train, on voit, enfin, voilà, c'est du cinéma et c'est génial. Enfin, moi, j'adore parce que je découvre une façon de décrire une scène qui... Bah, c'est bon, je fais mon dialogue, hein, hop, ils sont là, voilà, ils sont face à face, ils dialoguent, on s'amuse, on fait un dialogue amusant, enfin, les gens lisent ça comme du qu'il est parce que le dialogue claque bien, mais effectivement en image ça marche plus. Ça marche plus parce que c'est 2 têtes qui sont en train de discuter, voilà. Donc il faut trouver, donc c'est du cinéma. Je suppose que le réalisateur du cinéma, il doit trouver en permanence des astuces, de regarder ça de loin, etc., pour que la scène soit là. Et ça, enfin, je dirais qu'on regarde après une BD, moi, quand je regarde ma scène, je repense à ma scène et je regarde la BD, je dis, ah ouais, c'est bien parce que là, du coup, et puis voilà, en BD, il n'y a rien de plus insupportable que des longues bulles très longues, donc il faut découper, il faut arriver à ce qu'il y ait une forme de dynamique, même quand il y a beaucoup d'informations à passer. Cette scène... C'est ce qui explique les 15 plages de plus. Je ne veux pas m'excuser auprès de Nicolas, parce que bon, il les a faites, et puis voilà, c'est super.
l'album c'est fini. Non mais l'explication, je peux vous expliquer les 15 pages finalement que j'avais pas prévu au départ. Quand j'avais dit 140, 150 et on finit à 175, c'est que je me suis fait avoir, non je me suis pas fait avoir, je me suis rendu compte d'une chose en rentrant vraiment non pas dans le résumé, l'adaptation, ce qu'on garde pas, mais le découpage, ce dont vient de parler Michel, ces fameuses têtes qui parlent, et puis voilà. Et Un avion sans aile, c'est quand même un truc terrible, vous le reverrez sous cet angle-là, c'est que ce que moi j'ai appelé la première partie, qui est en fait l'exposition du roman, est hyper bavarde. Il met en place tout un tas de trucs, et c'est vachement bien. Et donc il fallait garder ça. Mais pour que ça soit pas barbant, j'ai dû ajouter des pages pour donner des vraies ambiances, pour trouver des vraies ambiances. Et ça a été un surplus de pages qui n'était pas prévu au départ. Parce que sinon, on n'aurait eu que des débats d'avocats, d'experts, et ça, dans le roman, ça passe tout seul. Visuellement, non. Donc j'ai alterné avec des pages beaucoup plus... et je vais le faire d'ailleurs aussi dans Maman a tort, parce que j'en reviens toujours sur ça, excusez-moi, je suis en plein dedans, donc j'en parle plus facilement, mais dans Maman a tort, par exemple, j'ai déjà condensé un truc, c'est que... il y en a qui m'ont parlé. Vous êtes quand même, là, c'est quand même les fans hardcore. Hein. Dans Maman a tort, il y a beaucoup de scènes, les deux filles qui parlent dans la pizzeria, tout ça. Bon, pizzeria au Havre, il y a plus fun à dessiner. Donc là, j'en suis à me dire qu'elle se voit au club de sport, en fait. Voilà. Et puis, je ne sais pas encore dans ce que je fais lire à Michel et tout, mais je me dis même que je vais faire une seule scène dans le club de sport, et qu'il est probable qu'après, puisque c'est quand même Le Havre, c'est notre sujet, c'est qu'elle fasse du sport en extérieur, c'est-à-dire soit du vélo, du footing, des choses comme ça, qui permettra de voir des vues aériennes de la ville, par exemple. Je pense au jardin, vous connaissez un peu, voilà, les jardins suspendus, qui n'est pas dans le roman, mais c'est un tel beau point de vue sur Le Havre, cet endroit, que j'ai envie de les faire passer à vélo ou en courant dans ce coin-là. Et donc, vous voyez, ça se construit comme ça, tout doucement, et ça vient aérer des scènes de dialogue. Ça vient les rendre hyper intéressantes visuellement. Et donc les 15 pages de plus de l'exposition d'Un avion sans aile viennent de là. C'est que je me suis rendu compte que ce début mettait tout en place. Après, partie 2, partie 3, ça cavale tout le temps. Là, on est dans du classique, mais jusqu'au rendu de jugement, visuellement, il ne se passe rien dans le roman. Il y a le crash du début, et puis après, il ne se passe plus rien. On est dans des débats d'experts. Donc ça, c'était... Pour moi, par contre, c'était la partie la plus intéressante à découper, à adapter. Le reste, c'était très sympa, mais c'était essayer de me débrouiller pour que le dessinateur passe un bon moment. Mais techniquement, la première partie était la plus intéressante. J'ai plusieurs étapes. J'ai une étape donc de séquencier, où on a une structure, enfin ça fait 30 pages, là, ce que je t'ai donné, là, c'est 30 pages, c'est un séquencier complet de l'album. Mais dans ce séquencier, je mets le squelette et la mécanique sur les personnages. Je ne m'occupe pas trop du visuel. Pas trop. S'il y a des idées fortes. Mais là, par exemple, l'idée du vélo, je l'ai eue il y a 2 jours. C'est-à-dire après avoir envoyé ma première copie. Qui est une première copie de travail, en fait. Et donc, ça s'enrichit. Au moment où, par contre, je commence à découper, non, là, j'avais quand même dit assez en amont à Nicolas, ça va être un petit peu plus long quand même que prévu. Il a eu le temps de me détester pendant 3 ans comme ça. Dernière question. Est-ce que la BD vous a amené des lecteurs pour vos romans? Ça, je sais pas, c'est difficile à dire. L'expérience que j'ai, c'est surtout dans fait à noir, du coup. Hein. Moi, je pense que c'est en grande partie de lectorat différents. Alors là, évidemment, il y a plutôt des gens qui ont lu mes romans, mais si on prend dans l'univers globalement des gens qui achètent les BD, je pense que c'est deux univers assez différents. Alors, je ne saurais pas mesurer combien de mes lecteurs de romans vont systématiquement aller acheter la BD. À mon avis, c'est pas énorme. C'est quelques milliers, mais c'est pas énorme. C'est pas ça qui va faire le succès de la BD. Voilà. Et donc, je pense que si la BD fonctionne, c'est parce que c'est beaucoup de gens qui sont des fans de BD et qui vont avoir envie d'acheter la BD. Non pas parce qu'elle a été tirée d'un best-seller. Je pense même peut-être que le fait qu'une BD soit tirée d'un best-seller
peut même être une sorte de repoussoir pour des gens qui adorent la BD, qui se disent c'est bon, moi je préfère les auteurs, compositeurs, interprètes, je préfère les gens qui font leur BD, et je ne vais pas me faire avoir à acheter un truc commercial qu'on essaie de me refourguer parce que c'est c'est un truc qui a marché, c'est comme des reprises, des chanteurs, donc je pense que ça peut mettre, d'où l'intérêt de faire un vrai travail qui ne soit pas juste un truc commercial où j'aurais signé un truc un jour en disant c'est bon, faites ce que vous voulez, et un jour je découvre la BD dans ma boîte aux lettres en disant tiens, ça y est, c'est sorti, ça fait 3 ans que j'ai pas de nouvelles, tiens, ils ont fait un truc. Là non, c'est vraiment un travail qu'on a fait à 3 ou 4, et c'est pour ça aussi que je suis là et que je défends cette BD. Donc je pense que du coup, j'espère, mais c'est ce qui s'est passé sur Nymphéa Noire, il y avait beaucoup de gens qui ignoraient absolument qui j'étais. Par exemple, moi, c'est toujours l'exemple qu'on a fait pour Nymphéa Noire, la tournée des libraires. Enfin, il y a les plus gros libraires de BD qui venaient, et puis donc commence à présenter Nymphéa Noire, Michel Bussy, le roman, le best-seller, les prix, machin, et puis vous voyez les libraires de BD qui regardaient, en disant qui ça, vous avez entendu parler, mais pas, alors on posait la question, qui a déjà lu Nymphéa Noire, qui a entendu parler? Pas un libraire. Et 50 balles. De la journée, pas un libraire, ils s'en foutaient quoi. Et donc du coup il fallait trouver un autre angle pour dire la BD elle est superbe, mais voilà. Donc mais c'est plutôt agréable parce que ça veut dire qu'il faut repartir de zéro et d'arriver à convaincre quelqu'un qui va rentrer dans une librairie de BD, eh bien il faut qu'il ait envie, ou que le libraire de BD lui dise tiens, prends ça parce que tu vas voir, c'est sympa, etc. Donc voilà, donc c'est l'intérêt. Alors après peut-être qu'effectivement il y a des lecteurs de BD qui vont peut-être aller vers mes romans. Moi, il y a un truc que je trouve assez fascinant dans la BD. Alors, je ne sais pas combien de temps on met à lire Un avion sans aile en BD. 2 heures, 3 heures, quelque chose comme ça, peut-être. 2 heures. 1 heure 2 heures. 2 heures. 2 heures. J'ai fait hier soir. Voilà. Enfin, on va dire entre 1 heure et 3 heures, selon si on traîne, si on contemple et tout. Et donc, le roman lui-même, je pense, c'est un minimum de 10 heures ou de 10-15 heures, quoi. Et donc pour un certain nombre de lecteurs qui n'ont pas le temps, ou qui n'ont pas l'envie, ou qui n'ont pas l'énergie de consacrer 15 heures ou 20 heures à un livre, parce qu'ils vont décrocher, parce que c'est pas leur rythme, etc. Je pense vraiment que la BD est un moyen extrêmement, c'est un compromis assez extraordinaire pour rendre un roman. C'est-à-dire que moi, quand je lis Un avion sans aile, la BD, je retrouve 80% de mon roman. Vraiment, de façon linéaire, et les personnages, et tout ce qu'on a suffisamment travaillé pour ça. Et je me dis, c'est génial parce que, mettons, un jeune qui lira jamais un bouquin d'Un avion sans aile, qui voit ses parents le lire, qui voit des gens pour le lire, qui dit non, moi, c'est bon, un bouquin de 500 pages, c'est pas mon truc, et ben, on peut lui mettre Un avion sans aile dans les mains, la BD, et il va, à mon avis, ressentir les mêmes émotions que ceux qui ont lu le roman, à peu de choses près. Ils vont être bluffés au même moment, ils vont avoir la même empathie pour les personnages. Ça, je trouve ça génial parce que ça permet vraiment, je suis persuadé, de capter un autre public. Moi, j'ai plein de copains qui lisent pas, mais si je leur mets la BD dans les mains, ils vont sans doute y aller. Parce que voilà, c'est pas des lecteurs, mais qu'une BD, ça va leur faire moins peur, quoi, pour plein de raisons. Et donc ça, je trouve ça assez, enfin pour moi, c'est un petit miracle, parce que ça permet évidemment de toucher des gens avec la même histoire, les mêmes personnages, etc., qui tout simplement ne sont pas lecteurs, parce que même quand on fait un best-seller comme Un avion sans aile, et qu'on en vend, je sais pas, 1 million, il y a une grande majorité des gens qui ne savent même pas que ça existe et qui ne l'ont pas lu, parce que c'est évidemment, il y a beaucoup de gens quand même, il y a plus de gens qui ne lisent pas que de gens qui lisent quand même. Donc c'est super d'arriver à récupérer. Et puis je pense aussi aux jeunes. Moi, je suis persuadé aussi que ce genre de BD peut ramener des jeunes à la lecture. C'est-à-dire que par le biais d'adaptation de ce type-là, de qualité bien pensée, etc., eh bien des jeunes, pareil, qui ne vont pas prendre un livre, mais qui vont aller faire une BD, vont pareil ressentir les mêmes émotions, et peut-être qu'effectivement ils vont se dire « Ah putain, c'est quand même pas mal et se dire « Ah bah tiens, peut-être que je vais aller chercher un livre ou je vais retrouver ça. » Ça, c'est pas impossible parce que, je sais pas si c'est quand même assez nouveau quand même de faire de très grosses BD, de 200 pages, avec une grosse qualité graphique, et ça se rapproche quand même, je pense, d'une forme de littérature, enfin en termes de démarche, de temps de lecture, d'immersion. C'est pas tout à fait comme un 50 pages, quoi. Les 50 pages, c'est plus des séries, ça rappelle. Là, il y a quand même un truc qui
y ait une œuvre un peu littéraire quand même. Hein, c'est un pavé, enfin, vous voyez le truc, on les dit tout à l'heure, c'est 1 kilo, c'est un pavé, donc du coup, voilà, c'est cette type de démarche. Donc j'espère, ouais, je pense en tout cas, c'est clair que c'est très très complémentaire, et c'est pour ça que moi je fonce sur les BD, parce que c'est un excellent... c'est pas un produit dérivé, hein, c'est complémentaire. Je pense qu'on vise à la fois deux publics différents, mais en pouvant faire comme ça des passerelles. Moi, j'aime pas le terme roman graphique, par exemple. Franchement, je trouve que ça ressemble à rien comme terme, mais parce que bon, on fait des BD. Hein. Mais là, il se trouve que le lectorat évolue. Il faut être à l'écoute de ce lectorat, et il y a encore beaucoup de bonnes choses à faire avec les 54 cartonnés couleurs, style ce que je fais. Mais on voit bien aussi avec un certain nombre de bandes dessinées à grosse pagination. Alors c'est assez ancien, déjà Hugo Pratt faisait ça, Corto Maltese, c'est des 150, 200 pages, un peu plus. Donc Comès, Tardy, on fait des BD longues depuis longtemps, mais là on a un engouement récent pour des choses qui ressemblent de plus en plus, Michel a raison, à une démarche un peu plus peut-être littéraire dans la bande dessinée. Alors je dis ça avec beaucoup de prudence, parce que c'est pas parce qu'on aborde des sujets sérieux qu'on est littéraire, ou c'est pas parce qu'on aborde des choses futiles qu'on ne l'est pas. Enfin voilà, moi je trouve que c'est complexe ce débat-là. Mais en tout cas, nous les auteurs, on n'a pas à refuser ou à se priver d'une opportunité. Et c'est vrai qu'à travers les adaptations comme celles qu'on peut faire des romans de Michel, ça donne aussi, si vous voulez, je parle sous l'autorité de mon éditeur chéri et adoré qui est là-bas, ça donne un crédit de possibilités commerciales, si vous voulez. Parce que financer ces bouquins-là, c'est quand même ça, il y a un certain coût de les financer. Et donc, quand on a l'assurance d'avoir déjà un peu une mise en place minimale, parce que c'est Michel Bussy, ça peut encourager aussi les éditeurs à avoir un peu plus d'audace, donc à accepter un peu plus de planches, à accepter de faire aussi une jolie promotion autour de la sortie de l'album. C'est pas rien, aujourd'hui il y a 4000 nouveautés par an. Si vous vous contentez de poser un bouquin chez les libraires, personne ne le verra. Avec Cédric, on a pris un temps de dingue, et Nicolas, à concevoir la couverture, on y a passé des heures. Ça, c'est un luxe. Si vous voulez, c'est pas, ouais, bon, allez, vas-y, fais un croquis, allez, c'est bon, c'est la couverture. Et il y a tout ça qui compte. Et en tout cas, ces nouvelles approches de la bande dessinée, qui sont, à mon avis, des atouts en plus, hein, tout simplement, c'est vachement intéressant. Et ça, c'est vrai qu'on a lu ces dernières années des BD à grosse pagination, qui, pour moi, qui suis à côté un gros lecteur de romans, en réalité, plus de romans que de BD, commence à approcher, je dirais, la subtilité de la littérature, sa variété, on commence à lire des BD où il ne se passe rien, par exemple. C'est intéressant, c'est les romans et les BD où il ne se passe rien. Du point de vue de l'adaptation, je conclurai là-dessus, parce que vous avez envie de faire un peu de signature, non ? C'est que je dirais qu'il y a quand même des choses qui sont pour moi pas faciles, qui ne seraient pas adaptables. Ce sont les romans des purs stylistes. C'est-à-dire que quand on adapte Michel Bussy, on adapte aussi une histoire, une démarche, des personnages forts ou en couleur. On est dans le roman populaire, avec tout ce que ça comporte d'actu. Moi, je viens de San Antonio, hein. Mes lectures d'enfance, c'était San Antonio, c'était Arsène Lupin, c'était Sherlock Holmes, toute cette littérature populaire dont on parle souvent avec Michel. Et moi, je viens de ça, vraiment. Mais quand je lis aujourd'hui Echnoz, Mauvigné, ou Forest, ou des gens comme ça, je me dis, est-ce que je pourrais adapter le chat de Schrödinger ? Non, je ne crois pas. Enfin, quel est l'intérêt ? Puisque tout est dans le style. Tout est dans le style. Alors là, en ce moment, je suis dans une réflexion par rapport à Flaubert. C'est pas parce que c'est l'année Flaubert, c'est parce que j'ai profité d'un travail sur Flaubert récent pour tout relire. Et je me dis qu'il y a quelque chose d'assez incroyable à faire avec l'éducation sentimentale. Donc je suis vraiment en réflexion de tout ça. Mais l'éducation sentimentale, c'est avant tout une grosse histoire avec énormément de rebondissements. Il se passe plein de choses. Mais que vous avez aussi en littérature des choses qui sont purement du style. Claude Simon, adapter Claude Simon, je vois vraiment pas comment on pourrait faire. Peut-être que des gens sauraient le faire, mais moi je ne saurais pas.
Voilà. Donc il faut voir ce qu'on adapte. Voilà. Et ce rapport entre la BD et la littérature, il est passionnant. Et moi, j'aurais tendance à être d'accord, au fond, à dire aux scénaristes et aux auteurs de BD, mais allez-y, prouvez que vous pouvez écrire des histoires, créer des histoires sans passer par les romans. On doit être capable d'atteindre ce niveau-là, mais c'est beaucoup de travail. Et moi, j'ai pas encore, enfin, la BD n'a pas encore Dostoïevski, la BD n'a pas encore Flaubert, la BD n'a pas son... Vous voyez, on n'y est pas encore. On est un art jeune. Le cinéma a pondu d'énormes chefs-d'œuvre. La BD, on a encore du boulot. On n'y est pas. Il y a des choses extraordinaires du point de vue de l'aventure, du populaire. Là, on a atteint Astérix, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Mais on n'a pas encore Guerre et Paix. On ne l'a pas fait. Ouais, je sais pas, ça se discute, ça. Ça se discute. Voilà, on disait Gaufrat, est-ce que c'est pas des niveaux? Non, je sais pas, ça se discute vraiment. Moi, je crois qu'il y a vraiment des chefs-d'œuvre absolus en BD. On prend les cités obscures. Depuis ces 50 dernières années. Si vous prenez les cités obscures, c'est quand même un univers qui est uniquement BD. C'est vraiment quelque chose à part dans la BD par rapport à la production du niveau littéraire. Du niveau littéraire. Après, le niveau de dessin. Merci messieurs en tout cas d'avoir accepté. Moi j'ai hâte d'arriver.